Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 19h17 UTC et aujourd'hui on va continuer notre série de vidéos sur les nuages. C'est parti! Il s'agit ici de la seconde partie concernant les nuages. Si t'as pas vu la première partie, je te l'affiche ici et je te conseille de l'avoir bien compris si tu veux être au top sur celle-ci. Dans cette vidéo, on va d'abord à nouveau parler des masses stables et instables et on va voir quelles sont leurs conséquences sur la création des nuages. Puis dans un deuxième temps, on va aborder tout ce qui est classification des nuages. Regardons donc ensemble quel est l'impact de la stabilité et de l'instabilité sur la création des nuages. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il est important d'être familier avec la notion évidemment de stabilité et d'instabilité, mais également avec les notions de détente adiabatique sèche et saturée. Positionnons donc un atmosphère environnant. Pour faciliter notre exemple, on va considérer que cette atmosphère respecte les conditions de décroissance standard, soit moins 2 degrés tous les 1000 pieds. À l'altitude X, on considère qu'il est à 15 degrés. Donc à x plus 500 pieds, il sera à 14 degrés, à x plus 1000 à 13 degrés, 12 degrés à x plus 1500 et à x plus 2000 pieds à 11 degrés. Positionnons ensuite un niveau de saturation à x plus 1000. Ce niveau de saturation, c'est pour les masses d'air que l'on va étudier. Prenons donc une masse d'air à 17 degrés, à l'altitude X. Elle est donc moins dense que l'atmosphère ambiante, elle va donc avoir tendance à monter. Ces particules vont donc suivre la décroissance adiabatique sèche de moins 3 degrés tous les 1000 pieds, et à x plus 500 pieds, elle atteint la température de 15,5 degrés Celsius. Elle va continuer à monter, à x plus 1000, elle est à 14 degrés Celsius, et en plus, elle va alors rencontrer son point de saturation. Elle va donc commencer à saturer et à produire son nuage. Puisqu'elle sature, ces particules vont donc commencer à refroidir selon la détente adiabatique saturée, soit environ moins 1,5 degrés tous les 1000 pieds. Ce qui fait qu'à x plus 1500 pieds, elle est à 13,25 degrés Celsius. Elle est donc toujours plus chaude que l'atmosphère environnante, elle va donc continuer à monter tout en continuant à saturer et donc continuant à produire son nuage. Nous sommes donc sur une masse d'air instable, avec un fort développement vertical et il en va de même pour les nuages qu'elle produit. Continuons dans notre exemple, mais cette fois prenons une masse d'air à 15 degrés Celsius au niveau X. Supposons que par un phénomène naturel, elle soit soulevée en altitude, elle subit donc une détente adiabatique sèche, donc de 3 degrés tous les 1000 pieds, et elle atteint à x plus 1000 pieds la température de 12 degrés. Elle est également à son niveau de saturation, elle va donc produire un nuage, mais étant donné qu'elle est plus froide que l'atmosphère environnante, elle va donc avoir tendance à redescendre et à regagner sa position initiale. Comme elle ne va pas continuer à monter, le nuage qu'elle va produire n'aura pas un développement vertical important. Tu l'auras compris, nous sommes donc sur une masse d'air stable avec un faible développement vertical, et c'est la même chose pour les nuages qu'elle produit. Voilà, tu sais donc maintenant pourquoi schématiquement certains nuages ont des tendances à fort développement verticaux, alors que d'autres nuages ont plutôt un développement horizontal. Passons donc maintenant à la classification des nuages. Quand on parle de la classification des nuages, on commence toujours par parler du genre du nuage. Il existe 10 genres différents, mais avant de te les citer, je vais te donner quelques clés d'apprentissage pour mieux les retenir. La première chose à savoir, c'est que quand on parle d'un nuage stable, on utilise en général le suffixe stratus. Physiquement, ces nuages ont des contours qui sont plutôt peu marqués et relativement flous. En revanche, quand on parle d'un nuage instable, on va plus généralement utiliser le suffixe cumulus. Les nuages instables, physiquement, eh bien, ce sont en général des nuages aux contours très marqués avec un aspect très cotonneux. C'est en général dans les nuages instables qu'on s'amuse à regarder le ciel et à deviner des formes. La deuxième chose à savoir pour faciliter l'apprentissage des genres de nuages, c'est que pour classer les nuages par genre, on va utiliser 3 couches d'altitude différentes. La première couche, c'est la couche inférieure, c'est celle qui est en dessous de 6000 pieds. Les nuages dans cette couche-là ont en général le préfixe strato. On a ensuite la deuxième couche qui va de 6000 à 20 000 pieds, et dans cette couche, on utilise le préfixe alto. Et enfin, on a les nuages dans la couche supérieure, qui est la couche au-dessus de 20 000 pieds, et ici on utilise plus généralement le préfixe CIR. Tu vas comprendre tout ça avec le tableau qui va suivre. Alors, de bas en haut, nous avons les stratus, qui sont donc des nuages stables. C'est en général une couche grise relativement uniforme dont on parvient à distinguer les contours quand le soleil est visible à travers. Ces formes sont plutôt fibreuses et pas très marquées.
Nous avons ensuite les stratocumulus, qui eux sont donc des nuages instables. Ils peuvent être gris ou blancs, souvent en banc, en couche ou en nappe, avec un aspect au contour très marqué. Passons maintenant à la couche médiane. Nous avons les altostratus. Ce sont donc des nuages stables. Ils se présentent sous forme de grandes étendues grises couvrant tout le ciel. Cependant, il est suffisamment fin pour laisser apercevoir le soleil. Nous avons ensuite les nimbostratus. Ils sont stables également et ils diffèrent de l'altostratus par le fait qu'ils soient plus gris, plus épais, ne laissant pas apparaître le soleil, et ils sont souvent accompagnés de pluie ou de neige. Nous avons ensuite les altocumulus. Donc qui dit cumulus dit instabilité. Ils ressemblent évidemment aux stratocumulus et ils se reconnaissent par leur forme très marquée, ressemblant un petit peu à du coton. Enfin, à l'étage supérieur, nous avons les cirrostratus. Ce sont donc des nuages stables, c'est une couche blanchâtre en altitude laissant apparaître le soleil sous forme de halo. Nous avons aussi les cirrocumulus, instables. Ils sont évidemment semblables aux formes des couches plus basses, mais à une altitude plus élevée. Enfin, nous avons les cirrus, qui sont également des nuages stables et qui sont facilement identifiables par leur forme de filament. Nous l'avons dit, il y a également des nuages qui occupent plusieurs couches. Et en premier lieu, nous avons le cumulus, soit dans sa version, on va dire cumulus, soit dans sa version légèrement plus grosse qui s'appelle le cumulus congestus, toujours facilement reconnaissable par leur aspect très dense. Enfin, nous avons le cumulonimbus, souvent considéré comme le roi des nuages, qui peut se développer sur près de 12 km d'altitude. Il peut en effet monter jusqu'à la tropopause, où il arrête son développement vertical et forme cette sorte d'enclume. Entre parenthèses, je t'ai affiché leur forme abrégée que tu vas pouvoir retrouver notamment dans les bulletins météo. À ce stade de la vidéo, on a fait l'essentiel, on va dire, pour ce qui est la base de la classification et la base des nuages. La suite va te paraître peut-être un petit peu plus complexe ou redondante parce que tu vas voir, on va parler de pas mal de classifications différentes qui utilisent des mots plus ou moins complexes. Je te rassure, l'idée c'est pas de tout retenir, c'est simplement de savoir que cela existe afin de te faire une base solide de connaissances en météorologie. Donc on l'a vu, il existe 10 genres de nuages, mais cette classification, elle n'est pas suffisante. On va maintenant voir ce que c'est que l'espèce d'un nuage. En effet, il existe 14 espèces de nuages. Le but d'une espèce, c'est simplement d'approfondir la classification des nuages. L'espèce, elle se définit en fonction d'une caractéristique ou d'un ensemble de caractéristiques du nuage. Ça peut être des caractéristiques selon leur forme, s'ils sont par exemple en strates, en couches, en nappes. Ça peut être des caractéristiques sur leur composition, si ils sont composés de cristaux de glace par exemple. Ça peut être des caractéristiques concernant aussi leur taille, s'ils ont un fort développement vertical ou s'ils sont plutôt aplatis. Mais ça peut également être des caractéristiques sur leur formation, si par exemple ce sont des nuages qui se sont formés à cause du relief. Regardons donc quelles peuvent être ces espèces. Je t'affiche donc les 14 espèces de nuages, on va pas toutes les détailler, mais tu peux, si tu le souhaites, mettre la vidéo en pause pour les lire et les apprendre. Tu vas ici retrouver par exemple tout ce qui est flocus, c'est-à-dire floconneux, qui décrit des nuages qui sont composés de petits flocons. On va aussi avoir la notion par exemple d'humilis pour dire aplati, et tu vas pouvoir aussi trouver tout ce qui est congestus, c'est-à-dire amoncelé, toujours dans les nuages cumuliformes. On va pouvoir retrouver aussi tout ce qui est stratiformis pour dire en strates. Là, c'est essentiellement pour tout ce qui est cirrocumulus, altocumulus et stratocumulus. Et on peut aussi, par exemple, retrouver la notion de nébulosus, c'est-à-dire brumeux. Donc, si un jour tu entends parler d'un altocumulus flocus, eh bien maintenant tu le sais, altocumulus c'est le genre du nuage et flocus c'est l'espèce. Il faut savoir qu'un nuage ne peut avoir qu'un seul genre et qu'une seule espèce. Voyons maintenant comment on peut aller plus loin dans la classification. En effet, on a vu qu'il y avait 10 genres, 14 espèces, et bien un nuage peut aussi être classé en fonction de sa variété. On retrouve 9 variétés de nuages. La variété, ça consiste à classer le nuage dans un premier temps selon sa transparence et dans un deuxième temps selon les éléments qui le constituent. Donc une fois que tu as classé ton nuage par genre et par espèce, eh bien tu peux aussi le classer par variété. Et on l'a vu, le premier critère de la variété, c'est la transparence du nuage par rapport au soleil ou à la lune. Donc de manière tout à fait logique, on va ici retrouver 3 critères. Donc soit il peut être translucide, soit il peut être perlucide, c'est-à-dire transparent par interstice, ou opaque. Ensuite, on a un second critère, un critère qui prend en compte l'agencement des différents éléments dont il est constitué. Ici, on ne va pas tous les citer, mais c'est important de savoir que ça existe.
Dans ces critères, on va retrouver par exemple le duplicatus, c'est-à-dire en bancs superposés, ou encore l'acunosus, c'est-à-dire parsemé de trous. Ce que tu peux retenir, c'est que si un nuage ne peut posséder qu'un seul genre et qu'une seule espèce, il peut en revanche posséder plusieurs variétés. Enfin, il faut savoir, et si tu veux être un expert sur les nuages, qu'on peut également parler d'un nuage selon sa forme. Aujourd'hui, on recense 11 formes de nuages. On ne va pas toutes les évoquer, mais je vais te donner quelques exemples. Par exemple, on a tout ce qui est uncus, sous forme d'enclume, qui se crée au niveau de la tropopause, c'est typique du cumulonimbus. On a les formes mama, qui sont des sortes de protubérances sous le nuage. On a les virgas, qui forment des virgules. Les tubas, qui, comme son nom l'indique, forment des sortes de tubes. Et puis on peut retrouver tout ce qui est murus également. Là, il s'agit d'un mur qui se forme à la base d'un cumulonimbus. Tout comme pour la variété, eh bien, un nuage peut posséder plusieurs caractéristiques concernant les formes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites approfondir, je te mettrai dans la description de la vidéo un lien vers un site que je trouve génial concernant les nuages. Ça s'appelle tout simplement l'Atlas des nuages. C'est vrai, ça faisait une vidéo avec beaucoup d'informations, mais encore une fois, l'idée c'est pas de tout retenir. C'est simplement de te donner des bases solides de connaissances en météorologie. Si toutefois tu trouves ça encore un peu complexe, sache que si déjà tu es bien à l'aise avec tout ce qui est stabilité, instabilité, détente adiabatique et les 10 genres de nuages, c'est normalement suffisant pour un niveau de type PPL. Mais je trouve que c'est quand même important de ne pas s'arrêter au strict minimum, parce que devenir ou être un bon pilote, c'est pas seulement savoir faire de beaux kiss landing, mais c'est aussi être curieux et savoir s'intéresser à l'univers qui t'entoure et à savoir plus généralement à l'atmosphère. D'ici ma prochaine vidéo, eh bien écoute, je te dis porte-toi bien et à très bientôt.